Bonjour à tous. On va démarrer, même si c'est vrai qu'on a un peu de concurrence sur la scène de Bang. Mais c'est pas grave, on va tenir le niveau. On reste sur la bulle French Fab. On a parlé beaucoup d'humains ces temps-ci. On vient de parler d'export, et Dieu sait si c'est un sujet important. Là, on va revenir à l'aspect plus 4.0, qui évidemment fait partie des piliers de la French Fab. Il faut bien transformer nos usines. Et c'est un sujet qui nous tient vraiment très très fort à cœur chez BPI. C'est en quoi le 4.0 permet de faire évoluer ces business models. Des exemples, il y en a plein, je passe ma vie à chercher des exemples. C'est mon sujet chez BPI, l'industrie du futur. Donc je suis assez content. J'ai bossé avec Alain un bon nombre de fois, donc je suis ravi de l'entendre parler vraiment de transformation de business model par le 4.0. C'est vrai que tout le monde pense c'est super, on va mettre des robots, ça va coûter moins cher. Quand on voit ce que les gens peuvent avoir comme imagination pour créer des nouveaux services grâce aux nouvelles techno, et donc être beaucoup plus proche de leurs clients, aider leurs clients à accompagner, à créer de la valeur pour leurs propres clients, c'est là qu'est là tout l'enjeu. Alain, the floor is yours. Merci. Et on se laissera un peu de temps pour les questions à la fin. Ok, très bien. Merci François-Xavier. Je suis très heureux. Est-ce que vous m'entendez très bien? Je suis très ravi d'être là et de parler de ce sujet qui me passionne. Donc on a de la concurrence en face. Et donc je vous remercie le peu de personnes qui sont restées jusqu'à présent pour écouter ce que je vais dire. Une présentation, je vais rapidement me présenter pour que vous essayiez de comprendre d'où je parle. J'ai eu deux parties dans ma carrière. Une première partie où j'étais dans les grands groupes PSA, Forestia, Goodyear, et donc en charge grosso modo de tout ce qui est industrie, de postes d'expertise ou de direction. Et puis une deuxième partie de ma carrière où j'étais entrepreneur, surtout sur les sujets d'industrie 4.0, donc avec la fondation des deux organisations, PFI4 et Diligence. Alors ce qui est important, c'est que j'ai eu trois piliers, l'industrie, la technologie et l'éducation. Et puis j'ai une conviction très forte, c'est celle-ci, c'est que l'industrie est essentielle pour garantir la vie, la poursuite du bonheur et de la liberté. Okay? Donc je suis un grand fan de l'industrie. Alors on a un challenge aujourd'hui, même si c'est la fin. On a 30 minutes, okay? Ça c'est le gros challenge. Et puis là, il y a une ambition, c'est que vous puissiez repartir avec quelques idées pour mettre en œuvre l'industrie 4.0 dans vos entreprises, dans les PME. Cette présentation est très orientée PME, étant donné que BPI France a comme public principal les PME. Et donc, mon parti pris a été de vous proposer 3 actions simples que vous pouvez lancer aujourd'hui, dès maintenant, pour démarrer votre chemin vers l'industrie 4.0. Et puis à la fin, justement pour pousser encore votre enthousiasme, je vais vous montrer une démo sur un outil technologique qui peut être intéressant pour vous. Alors, dans la présentation de cet échange, François-Xavier a mis un monde plein d'aléas, un monde VUCA. Okay. J'ai voulu juste passer un petit moment là-dessus pour caractériser ce que c'est que ce monde d'aléas. Dans un deuxième temps, quand on m'a demandé de parler de ce sujet, je me suis dit, OK, très bien, il faut que j'arrive à comprendre quelle peut être la demande, quel peut être le besoin des entreprises. Et donc, je me suis souvenu qu'en fait, chez Diligence, on fait des évaluations de maturité des entreprises. Et donc, c'est à partir de là, c'est sur ces données-là que je suis parti pour essayer d'identifier ce qui pourrait être intéressant pour les entreprises de manière générale et surtout les PME. Et puis, dans un troisième temps, en nous appuyant sur ce constat, on pourra voir comment vous pouvez, avec quelques décisions, avec quelques actions, lancer votre démarche Industrie 4.0 dès aujourd'hui. On finira bien sûr par une conclusion, comme tous les échanges. Alors, le monde, pour illustrer un peu l'aspect aléa, j'ai repris ce schéma qui est basé sur le travail effectué par un intellectuel américain bien connu qui a travaillé sur les aléas. Il est classe avec 2 dimensions. Donc, la première dimension, ça peut être volontaire ou involontaire. Deuxième dimension, ça peut être individuel ou collectif. D'accord ? Et là, vous allez voir, pour illustrer mon propos, j'ai pris des exemples. La Covid, c'est essentiellement un aléa qui est arrivé, qui impacte collectivement, de manière involontaire, tout le monde. Et comme vous pouvez le voir sur ces dessins, ça peut se propager. Donc ça se propage à gauche
par exemple, des pays ont décidé de mettre en place des règlements, une réglementation plus favorable à l'écologie. Et donc, du coup, c'est un impact qui est collectif, c'est une décision qui est collective, mais qui va vous impacter en tant qu'entrepreneur. Et puis, ça peut également se propager vers le bas, comme vous pouvez le voir. Il y a des gens qui ont perdu des clients importants. Okay. Et alors, vous avez une petite case là où vous pouvez aussi, pendant la Covid, vous avez peut-être décidé de faire une rupture de contrat. Alors, le message important aussi, c'est quoi? C'est de se dire, sur ces 4 figures possibles, il y en a 4, 3 vous sont imposés et vous sont involontaires. D'accord? Et ce que dit Feiler également, Bruce Feiler, c'est de dire, OK, les impacts peuvent être involontaires, mais la transition que vous mettez en œuvre pour absorber ces impacts ou ces aléas doit être volontaire. Et comment on fait pour que ce soit volontaire? Eh bien, je vous propose de regarder un peu les gens qui gagnent. Donc, ce sont les entreprises qui sont dans le top en termes de capitalisation boursière. Ce qu'on peut constater déjà, c'est que ces entreprises sont très souvent des entreprises de technologie. Donc, il y en a 9 sur 10. Vous pouvez me faire confiance, je les ai comptées. Et ce qui est aussi intéressant, c'est de voir que ces entreprises, 8 sur 10, sont des entreprises très agiles. Elles sont en permanence en recherche d'un nouveau modèle d'affaires. Okay. Je peux vous citer le cas de Google, qui, depuis sa création en 20 ans, a acquis près de 300 compagnies, okay, dont 2 tiers dans un domaine qui n'a strictement rien à voir avec leur domaine initial. Okay. Juste un petit commentaire sur le titre. J'ai utilisé Is the technology stupid? En fait, j'ai copié un peu le slogan d'un des stratèges de Bill Clinton il y a quelques années qui disait « Is the economy stupid ?» Alors cela voulait dire que pour que Clinton gagne, il fallait qu'il se focalise sur l'économie. Ça se jouait sur l'économie. Alors le message que je veux passer ici, c'est le même, mais en termes de technologie. Votre entreprise, votre succès demain, ça va être sur la technologie. Et donc ce qu'on voit également sur ce slide, c'est que cette technologie va vous permettre d'être plus agile. Et on peut l'illustrer en regardant les entreprises une par une. Alors, dans cette situation, si je devais définir la proposition de valeur de l'industrie 4.0, je dirais que c'est tout simplement un ensemble de technologies qui vont vous permettre de transformer votre business, d'être plus résilient, d'acquérir transformer votre proposition de valeur de manière à survivre, non seulement survivre, mais triompher dans un monde où les aléas sont non linéaires, voire exponentiels. D'accord ? Alors, je ne veux pas simplement vous stresser, okay, en formulant les urgences. Il se trouve qu'en face de ces urgences, dans ce monde d'aléas, les cartes sont rebattues. Et ce qui est intéressant, c'est que quand les cartes sont rebattues, okay, celui qui est premier peut se retrouver derrière. Mais également, celui qui est derrière peut se retrouver devant. Et c'est extrêmement intéressant pour les petites structures, comme les PME. Okay. Et donc, quand les cartes sont rebattues, comme le dit ce éditorialiste de New York Times, Thomas Friedman, tout ce qui peut être fait sera fait. Et la question, c'est est-ce que ce sera fait par vous ou pour vous? Et j'espère que vous qui êtes ici, et les entreprises, les PME qui m'écoutent, vont être celles qui vont décider de faire pour les autres. Alors, maintenant qu'on a établi un peu le sens de l'urgence et l'environnement dans lequel on est aujourd'hui, donc plein d'aléas, ce qui va être intéressant maintenant, c'est de comprendre quel est le besoin aujourd'hui des entreprises. Okay. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, je suis reparti, j'ai pris les données des évaluations de maturité qu'on fait, quelquefois pro bono pour les entreprises. Et donc, vous pouvez voir sur ces schémas quel est le résultat. Donc, c'est synthétisé sur ce schéma. Alors, grosso modo, je ne sais pas si vous avez à lire, mais il y a grosso modo une évaluation sur 5 catégories. Ce qui est intéressant, on va commencer par les points positifs, c'est qu'il y a une forte sensibilité sur tout ce qui est employé. Les gens sont bien sensibles sur tout ce qui est employé, donc c'est un point positif. Les gens également ont commencé à travailler sur leur stratégie. Okay, ça également, c'est un point positif. Les gens ont commencé à mettre en place ce qu'on appelle la digitalisation. Okay. Du côté des points moins positifs, alors avant de passer du côté des points moins positifs, je voulais quand même mettre un petit bémol parce que c'est un graphe qui est sur une échelle de 1 à 5. Et vous voyez que le point le plus haut, il est autour de 2,5. Donc il y a encore de la marge de progrès. Ce qui est aussi intéressant, et ça on va le mettre dans les points à améliorer, ce sont ces 2 points, okay, vous voyez ces 2 points,
qui concerne, ce qu'on appelle Smart Factory. Donc, grosso modo, l'idée, c'est comment les gens récupèrent les données de production et utilisent ces données de production pour comprendre, déjà visualiser et comprendre ce qui se passe dans leur usine et prendre les meilleures décisions. Et là, on n'est pas bon. Okay, je dirais, c'est un point qui est avant-dernier. Le point le pire est celui qui concerne les services, dont les services basés sur les données. Là également, il y a très peu de choses faites. En réalité, ce qui se passe, c'est quoi? La réalité, c'est que sur le premier point qui est l'intelligence d'usine, ou bien Smart Factory, il y a souvent des données, mais les données sont très peu ou très mal utilisées. Sur le deuxième point, il y a quasiment pas de données. Donc les entreprises me disent OK, on n'a pas de données pour travailler sur ce point. Et donc, il y a également une remarque, ça on est toujours dans le bilan, le bilan du déploiement des entreprises jusqu'à aujourd'hui, donc basé sur les données que nous avons en interne et nos évaluations de maturité. Donc sur ces données, ce qu'on constate également, c'est le point sur la conduite de changement. Okay. Un point important, on voit déjà qu'il y a, sur le point de l'innovation, je vous ai dit, il fallait innover, il fallait être dans la technologie. Par contre, ce que je vous dis également, il faut être dans une innovation conservatrice. Okay, ça peut paraître ressembler à un oxymore, mais l'idée derrière, c'est quoi? C'est de se dire, avant d'innover, okay, regardez d'abord ce que vous êtes en train de faire. Est-ce que ces technologies sont matures? Est-ce qu'elles ont été testées quelque part? Okay, parce qu'aujourd'hui, entre le lean, entre l'automatisation, entre la RPA et entre toutes ces algorithmes dans lesquels vous pouvez jeter des données et prendre des décisions, vous avez déjà 80% de ce que vous pouvez gagner tout de suite. Okay? Donc, soyez conservateurs dans la technologie. Deuxième point, on est un peu noyé dans l'intelligence artificielle. Okay? Alors, je veux le dire comme ça d'emblée, au risque de choquer certaines personnes. Pour les PME, vous n'avez pas besoin d'intelligence artificielle à ce stade. Okay? Très simplement. Okay? Et quand vous en avez besoin, si vous êtes certain que vous en avez besoin, ce qu'il faut faire, c'est bien identifier, utiliser les solutions sur étagère ou simplement une prestation limitée, très bien limitée dans le temps. Et je vous donne un conseil en finissant. Utilisez la règle de Warren Buffett qui dit « Je n'investis que dans ce que je comprends ». Okay, donc, restez un peu sur ce plan-là. Et pour finir, dans la partie conduite du changement, la dimension humaine est très, très importante. Okay, donc, comme vous l'avez vu ici, l'homme doit être au cœur de la démarche. On ne sait pas toujours le cas, ce n'est pas toujours ce qu'on constate. Ce qui est intéressant également, c'est que le sigle IA devienne plutôt intelligence augmentée. Donc cette aide qu'on apporte aux hommes pour qu'ils puissent décider très facilement. Et dernier point ici, et c'est la première action que je suggère à ceux qui sont aussi à prendre, mettre en place rapidement, c'est désigner. J'utilise le terme désigner parce que très souvent on a affaire aux PME qui n'ont pas le moyen de recruter des personnes. Donc désigner un responsable Industrie 4.0 qui, très rapidement, va mettre en place des benchmarks, va faire des benchmarks sur les solutions technologiques et partager avec leurs collègues. Le benchmark, je n'ai jamais rien vu de mieux pour lancer une démarche, pour motiver les personnes à aller de l'avant. Alors, donc, avec ce constat, qu'est-ce qu'on fait? Comment, à partir de ce constat, on peut commencer à révolutionner vous pouvez commencer à révolutionner votre business dès aujourd'hui? Eh bien, on va repartir sur le modèle d'affaires, okay, le business model, parce que dès le début, dès le commencement, si je puis utiliser ce terme, Diligence a accompagné les entreprises dans leur transformation en ayant un modèle qui s'appuie complètement sur le business model. Okay? Le business model, c'est quoi? C'est trois choses. Premièrement, la proposition de valeur. Qu'est-ce que je vends? À qui? Comment? À quel prix? Deuxième chose, l'architecture de valeur. Okay? Comment j'arrive à produire? Comment j'arrive à réaliser cette promesse? Et troisième chose que vous pouvez voir en bas, là, c'est l'équation de profit. C'est la différence entre les deux. D'accord? Et donc, nous, on transpose ça complètement dans cette maison qui s'appelle la maison de l'industrie 4.0. Et ce qui est intéressant, c'est que vous avez les profits qui se trouvent sur la toiture, qui reposent sur une charpente qui s'appelle la proposition de valeur 4.0, okay, et sur trois piliers. Tout cela repose sur trois piliers, la conception, la fabrication et la supply chain. Et l'ensemble de cette maison s'appuie sur une fondation qui est composée de la stratégie et de l'organisation.
Et donc, si on reprend toute cette maison, on la met au centre de notre slide et on se repositionne les enjeux qu'on a pu identifier via l'évaluation de la maturité dont je vous ai parlé précédemment, on se rend compte qu'il y a 3 enjeux. Premièrement, un enjeu du côté de la proposition de valeur qui consiste à se demander comment on collecte plus de données, comment on collecte mieux les données pour pouvoir comprendre ce que fait le client et derrière définir ce que c'est que la valeur pour lui, la créer et finalement augmenter le chiffre d'affaires. C'est bien ça la finalité. Deuxième point, sur la partie droite, l'enjeu, il est plutôt un enjeu de Smart Factory. Okay. Il s'agit de savoir comment les données que vous avez aujourd'hui dans vos usines, comment vous les utilisez pour mieux comprendre ce qui se passe dans vos usines, visualiser ce qui se passe dans vos usines et derrière prendre les décisions qui vont vous permettre de réduire les coûts dans votre chaîne de production. Et puis, le dernier challenge qui est tout en bas, c'est un challenge de la conduite de changement, on en a parlé tout à l'heure, c'est comment vous arrivez à accompagner vos organisations, vos équipes, pour que la transformation industrie 4.0 soit un succès. Alors, focalisons-nous d'abord sur la partie proposition de valeur. Je voudrais illustrer mon propos ici en utilisant l'image de la perle. Okay. D'aucuns d'entre vous ici savent que pour créer une perle dite artificielle, il faut injecter une bille dans un mollusque. Okay. Donc, autour de cette bille se construit la perle. D'accord ? Donc, si vous n'avez pas de bille, il n'y a pas de perle. D'accord ? Donc, et qu'est-ce que vous préférez vendre ? La perle ou la bille ? Je suppose que c'est la perle. D'accord ? Donc ici, la bille représente votre produit. Donc, on ne vous demande pas de vous débarrasser de votre produit. On demande simplement de l'envelopper de plus de valeur, augmenter la valeur. Okay. Et donc, en termes d'augmentation de valeur, qu'est-ce qui marche ? C'est l'hyperfocalisation sur la valeur pour le client. Okay. Ici, j'ai utilisé un terme qui peut choquer certaines personnes, l'intimité client. Okay. C'est comment j'arrive à comprendre de manière intime ce que veut mon client. Et au début, vous n'avez pas besoin de données, vous pouvez simplement faire ce que Toyota fait depuis des années, qui consiste à se dire, je vais vivre ma vie de client. Donc, vous allez vivre la vie du client. Et là, ça vous permet d'avoir déjà, de manière qualitative, quelques impressions, quelques, je dirais, convictions. Et dans un deuxième temps, vous pouvez donc aller collecter des données et confirmer ces convictions. D'accord ? Et comme je l'ai mis là, vous le voyez, on est dans une transformation où on part du produit vers la valeur. D'accord ? Et partie du produit de la valeur, ça peut être certes créer des services supplémentaires, comme on l'a vu, mais ça peut être simplement de diversifier davantage, parce que vous comprenez mieux ce que votre client veut, quelle est la diversification qui lui convient davantage. D'accord ? Et au final, ce qu'il faut comprendre ici, c'est qu'on est dans une guerre de données. Comme on l'a vu précédemment, il y a une faiblesse de collecte de données au niveau des clients. Donc, il faudrait que vous soyez capable de collecter des données par tous les moyens possibles, que ce soit une carte de fidélité, enfin, vous essayez de les collecter. Et donc, à partir de ces données, vous pouvez donc être capable de mieux comprendre votre client et derrière décliner votre service. Ce qu'on vous propose également ici, ce qu'on vous suggère, c'est, tant que faire se peut, essayer de mettre en place une offre dont la facturation est basée sur l'usage. Pourquoi on vous suggère ça ? Pour une raison très simple, il y a 2 avantages. Premièrement, ça baisse la barrière à l'achat. Okay ? Mais surtout, quand vous avez une offre à l'usage, vous avez de manière continue les données sur votre client. Et ça, c'est de l'or. C'est vraiment précieux, je peux vous le dire. Vous devez devenir des experts de ce que veulent vos clients. Et à partir de ce moment, quand vous devenez des experts de ce que veulent vos clients, vous savez lui donner exactement ce qu'il veut. Là, je vous ai mis l'exemple d'Amazon, qui pour moi est, je dirais, l'exemple parfait. Si vous regardez ce qu'ils ont fait depuis la création, ça a toujours été ça, le client, le client, le client, le client. Et donc, là, sur ce point, deuxième action à suggérer, c'est effectivement de trouver un moyen pour collecter davantage de données sur vos clients. Faites tout ce que vous pouvez. Et après, ces données, vous les utilisez pour mieux comprendre et éventuellement chercher comment vous pouvez mettre en place la facturation basée sur l'usage. Alors, donc là, on a vu la proposition de valeur. Maintenant, regardons le côté opération. D'accord ?
Et on regarde le côté opération dans cet environnement où on parle beaucoup en France de réindustrialisation. Okay. Alors, dans cet environnement, on voit, ce qu'on peut constater, c'est que l'outil de production devient un élément principal de votre structure de coût. Alors, voici une illustration très simple. À gauche plutôt, je confonds ma gauche et ma droite. Donc à gauche, vous avez la situation où vous êtes dans un pays low cost. Ok, vous êtes dans un pays low cost. Qu'est-ce que vous faites? Le produit est roi plutôt. Et l'outil de production, la fabrication, c'est de l'intendance. Qu'est-ce que vous faites si vous demandez qu'on vous produise une pièce spécifique et que pour une certaine raison, vous n'êtes pas on a des problèmes de performance, vous avez dit OK, pas de problème, vous ajoutez plus 2, plus 3, plus 10, voire plus 100 personnes. Okay, en tout cas, de toutes les façons, on est dans un pays low cost. Sur la partie gauche, okay, vous recentrez votre outil de production en France. Okay, si vous l'amenez tel qu'il est, vous allez avoir beaucoup d'OPEX. D'accord ? Et vous pouvez décider, c'est d'ailleurs ce qu'on conseille aux gens, d'automatiser. Et donc, si vous automatisez, on a du CAPEX. Et donc, là, il faut choisir ses coûts. D'accord ? Et c'est là que vous comprenez que vous êtes un peu, entre guillemets, piégé. Et dans tous les cas, vous allez avoir affaire aux coûts. Okay ? Et donc, dans cette situation, vous avez intérêt à avoir des outils qui vous permettent de bien comprendre ce qui se passe, de manière à bien concevoir dès le départ votre outil de production et aussi bien l'exploiter plus tard, de manière intelligente. D'où la notion de Smart Factory. Okay? Je comprends ce qui se passe et j'ai les éléments pour décider de manière intelligente et donc pouvoir réduire mes coûts. Donc vous pouvez le voir là. Alors j'ai préparé pour vous une vidéo. Ok, ben c'est lancé, merci. Donc il s'agit ici du cas. Je suis allé très vite là, je crois, non? Attendez, je pense qu'il allait très vite. Oui, on avait sauté un slide. Justement, pour illustrer mon propos, j'ai voulu prendre 3 cas de figure. Okay. Donc, dans le premier cas de figure, vous êtes dans une situation où vous devez soit construire une nouvelle usine, ou alors introduire un nouveau produit dans l'usine, ou tout simplement augmenter le volume. D'accord ? Dans ces cas-là, les enjeux, les investissements peuvent rapidement monter à 10 millions d'euros. Si pour X raison, vous prenez une mauvaise décision de dimensionnement, l'erreur de surdimensionnement peut être de 10%. Et là, le calcul est rapide, c'est 1 million. D'accord ? Dans les 2 autres cas, on est dans une usine qui est en production. Premier cas, c'est-à-dire le cas 2, on a une ligne d'assemblage de pièces d'auto par exemple. Donc, je vous ai mis quelques éléments là-dessus. Okay. Si vous fonctionnez de manière suboptimale et 10% en dessous, d'accord, à la fin de l'année, vous avez 1,4 million par an. Okay. Le cas final, c'est toujours une usine, mais cette fois une usine de fabrication, par exemple de pièces plastiques. Okay. Avec les données que je vous ai affichées, à la fin de l'année, vous êtes à 600 000 de pertes par an. Donc ça, c'est beaucoup d'argent. Et beaucoup de pertes qui peuvent être évitées. Ça peut être évité en ayant des solutions comme celle-ci. Donc justement, c'est bien parti. Et ça repart tout seul cette fois ou pas? Non. Bon, c'est pas le cas. Donc, je cliquais un peu dessus. Tac. C'est parti. Donc, alors là, il s'agit d'une usine qui produit 50 pièces par heure. Donc, le schéma est très, très facile. Hein. Sur les carrés, vous avez des îlots de production. Ça peut être des robots, ça peut être des êtres humains. Okay. Et le chiffre qui est à l'intérieur, c'est le taux de production. Donc là, on est à peu près à 58 pièces par heure. D'accord ? Entre les carrés, vous avez des stocks qui sont appelés quelquefois des stocks tampons. Okay. Et donc, vous voyez que c'est une usine très lean, okay, où les stocks sont à 1 partout. Donc, cette usine, elle va sortir 50 pièces par heure. Et donc, ce que veut le client, c'est augmenter de 10%, donc arriver à 55. Donc là, on a fini. Et tout à l'heure, voilà, on règle, on le met à 55. Donc, on a fait un algorithme qui va tout simplement aller. Le client, il souhaite ne toucher qu'au stock. Okay. Les îlots de production, il ne veut pas y toucher. D'accord ? Donc là, on a un algorithme qui va aller, parce qu'il est extrêmement rapide, regarder toutes les combinaisons possibles de valeurs de stock pour essayer de trouver celle qui est la combinaison qui est optimale. Okay. Donc ça va se faire en quelques minutes. Okay. Vous pouvez toujours essayer de faire ça manuellement et ça vous prendra du temps et très certainement, vous n'arriverez pas à la solution optimale. Il y en a qui l'ont essayé et qui ont vu le résultat. Donc ici, vous avez le résultat. Okay. Donc vous voyez bien que les stocks ne sont pas pareils, ils sont différents.
Okay, et vous savez optimiser votre usine en termes de coûts. D'accord. Donc ça, c'est un outil très facile à utiliser, très simple, où vous injectez les données de votre usine et derrière, vous avez un résultat très rapidement. Vous faites une smart factory. Donc, vous décidez en utilisant vos données et en utilisant des solutions dites analytiques. C'est ce qu'on fait chez Diligence avec beaucoup de plaisir, au passage. Okay. Maintenant, la conclusion. Okay. Pour conclure, je peux parler de l'industrie 4.0 pendant des jours. Okay. En 20 minutes, j'ai essayé de vous donner des choses un peu simples pour commencer votre parcours. Et donc, en conclusion, on va essayer de revenir, on va y arriver, sur ce qu'on s'est déjà dit. Okay. Les 3 actions, les énumérer très simplement. La première, on a vu, c'est l'urgence. L'urgence d'industrialiser votre système de production. Industrialiser ou optimiser, c'est le même terme. Ici, c'est l'urgence de maintenant, parce que vous avez beaucoup d'argent qui est jeté par la fenêtre. D'accord. Et pour ce faire, ce qu'on vous propose, c'est déjà vous focaliser Lean, automatisation, RPA, okay, factory, Smart Factory, vous avez 80%. D'accord. Deuxième point, c'est la partie sur la proposition de valeur. Le slogan ici, c'est intimité client, connaître votre client. Okay. Pour cela, vous avez besoin de collecter plus de données, on a vu. On n'en avait pas assez aujourd'hui. Et donc, quand vous avez des données, vous pouvez tout simplement installer un CRM pour ceux qui n'en ont pas encore. Et dans ce CRM, vous commencez à injecter des données sur vos clients qui vous permettent de bien identifier la valeur, la créer et en retenir une partie. Et puis derrière, si vous le pouvez, mettre en place une offre basée sur la facturation. Dernier point, c'est la conduite du changement. L'homme doit être au cœur de la démarche. C'est ça le slogan. Et donc, ce que je vous ai proposé comme action, c'est tout simplement, de désigner dès demain quelqu'un, ça peut être la personne qui est en charge de l'amélioration continue. Vous dites, OK, toi, à partir de demain, tu es en charge également de l'industrie 4.0. Et donc, lui demander comme tâche prioritaire de faire un benchmark sur les technologies. Et ça va lancer la démarche. Et donc, au final, quand vous regardez tout ça, qu'il s'agisse des opérations, qu'il s'agisse de la proposition de valeur, on comprend bien que dans ce monde d'aléas, dans ce monde VUCA, on ne peut plus se permettre de jouer au dé. En fait. Il faut comprendre ce qui se passe. Il faut agir intelligemment. Et pour agir intelligemment, vous avez besoin de données. Avant de finir ma conclusion, juste un point pour présenter mes organisations. Donc, Diligence se positionne très bien sur le point 1, qui est la Smart Factory. On propose des solutions là-dessus. Et la plateforme Industrie 4.0 se positionne très bien sur le point 3, dans tout ce qui est accompagnement à la conduite du changement. Donc, je pense que c'est tout ce que j'avais à partager avec vous. Si vous avez des questions, je suis ouvert à ces questions à partir de cet instant. Merci Alain. Normalement, il y a un micro pour faire circuler les questions. Donc, n'hésitez pas. C'est un sujet important, ce sujet de transformation. Ça démarre vite. Enfin, il faut démarrer vite parce qu'au global, ce sera long. Merci en tout cas Alain de ce brief. Plaisir. Alors, une question très rapide. Est-ce qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent se faire avec une très très grande économie de moyens? Est-ce qu'on peut prendre une entreprise qui là, par exemple, avec le contexte qu'on traverse, a eu quelques difficultés, et puis avec relativement peu de moyens, vraiment la transformer? Et pourquoi je pose la question? C'est parce qu'on voit très peu de 4.0 dans les sujets de restructuration, de restructuring, alors que ça pourrait être une approche très très positive et très créatrice de valeur. Merci pour cette question, je pense qu'elle est très, très importante. Je pourrais te répondre en 2 points, en disant, OK, il y a déjà tout ce qui est l'excellence opérationnelle, il y a l'automatisation, il y a toutes ces actions à mettre en œuvre. Simplement, la partie, ce que rajoute le Smart Factory, c'est quoi? C'est vous ouvrir les yeux, vous dire où il faut décider. Je peux, par exemple, vous raconter l'histoire d'un de nos clients, qui est un grand groupe japonais dans le domaine de l'auto, et donc qui avait fait des changements dans son usine. Et l'efficience s'est écroulée. Et à un moment donné, ils ont fait beaucoup de Kaizen. Et en faisant beaucoup de Kaizen, ça a remonté. Mais ils étaient encore 10 points en dessous de ce qu'ils voulaient. Mais ils ne savaient pas, en fait, comment y arriver. Ils ont Kaizené dans tous les sens. Donc ça montre la limite de l'excellence opérationnelle. Et du coup, ils nous appellent, nous disent, OK, très bien, ce qu'on voudrait savoir, c'est est-ce qu'avec la structure actuelle de l'usine,
on sait faire notre objectif qui est de 95%. Et si oui, où est-ce qu'on doit agir? Et c'est là qu'on arrive avec nos outils, on dit très bien, on récupère les données dans les usines, on plug, on les injecte dans le système, et on est capable de leur dire, il faut agir là et là et là. Donc c'est un peu, si je fais un peu le lien avec, les vaccins, c'est l'ARN messager en fait, c'est-à-dire que ça est clair, ça vous donne dans quelle direction il faut aller. Vous pouvez kaizener dans tous les sens, si vous ne savez pas exactement, précisément où il faut le faire, eh bien vous êtes en train de... C'est dans un violon, si je peux utiliser cette expression. D'autres questions? Avec ou sans masque? Ouais, c'est bon. Alors moi, ce que je constate, c'est qu'on parle beaucoup de l'industrie 4.0. Nos amis canadiens, américains pensent même déjà à la 5.0. Ils doivent un peu se détendre, mais voilà, ça avance beaucoup de ce côté-là. Mais déjà, stabiliser sur l'industrie 4.0. Et moi, ce que je pense qui serait utile, c'est que dans chaque domaine de prédilection, que ce soit principalement forcément dans le secteur industriel, mais on a vu qu'on parlait beaucoup de la réalité virtuelle, on a parlé beaucoup du serious gaming, on a parlé, par exemple, Thales Naval Group, voilà, ils sont à fond là-dedans, pour la formation, pour le e-learning, ce genre de choses. On est en train aussi d'aller sur la robotisation pour pas mal de choses, les bras industriels ou ce genre d'outils. Et j'ai l'impression que ça avance, mais ça stagne de quand même un certain moment, parce que j'ai l'impression que la partie... je ne sais pas si la partie R&D est un peu bâclée ou pas, ou si c'est juste qu'aujourd'hui, il n'y a pas de pôle suffisamment établi pour qu'on puisse accompagner vraiment ces projets-là de A à Z sans qu'on se dise on a investi et au final, on verra la prochaine phase, on ne sait pas quand, et on a l'impression que ça n'avance pas trop, de ce côté-là. C'est une très belle question, en fait, qui va illustrer très bien l'approche dite business model. Comme vous l'avez vu, en fait, on fait l'industrie 4.0 pourquoi? C'est pas pour se faire plaisir, c'est pas pour faire des technos à gauche à droite et faire des POC à gauche à droite. À un moment donné, on va pas, à force de faire du POC, arriver à être industrie 4.0. Il faut avoir une vraie démarche qui s'appuie sur le modèle d'affaires. Et donc, c'est ce que j'ai présenté précédemment. Vous avez une vraie démarche, vous arrivez à la dérouler avec derrière votre roadmap, la carte de transformation. Donc, vous avez toutes ces étapes. Et ceux qui sont simplement en train de se faire capter par les technologies, j'en parlais tout à l'heure, et qui n'ont pas ce raisonnement de dire on va être dans une approche d'innovation conservatrice, se retrouvent dans tout cela. Ça fait 3 ans qu'ils sont là, ils font des petits projets à gauche, ils font des petits projets à droite, et tout ça, la cohérence, elle n'y est pas. On ne sait pas où on va, et on peut le faire encore 10 ans sans déboucher. Donc il y a une vraie démarche à suivre. Il n'y a pas simplement à rester réalité virtuelle, enfin tout ça, vous en aurez partout et ça sort tous les jours. Il y a du nouveau tous les jours dans ce domaine. Donc oubliez ça un moment, repartez avec une approche vraiment qui s'appuie sur le modèle d'affaires, une vraie stratégie déployée, déclinée, et une carte de transformation, positionnez tout dans le temps, et vous verrez que vous aurez des résultats qui sont très simplement de dire il faut que je remonte mes bénéfices. Je connais plein d'entreprises ici qui ont investi des sommes importantes, pour certaines grandes entreprises jusqu'à 150 millions d'euros, et avec un impact d'à peu près 2% sur leur ROI. Et ça, on le regarde, il faut le suivre, sinon ça ne sert à rien, on arrête tout. Merci. Merci Alain. Plaisir.